Je comprends que c'est quand on pratique, comme on dit en anglais, to master your craft, que nous développons des instincts qui deviennent tout à fait naturels. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. N'oubliez pas, la voix, c'est comme une mélodie. La voix, c'est une signature. La voix de quelqu'un peut débloquer la situation de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je savais interpréter quelqu'un qui parle d'une langue vers une autre en temps réel. Sauf que je ne l'avais jamais fait en situation réelle dans une cabine. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un Ivoirien qui m'a donné une opportunité parce que quelqu'un lui a dit que je peux faire le travail. Il a dit, OK, je te donne 5 minutes pour voir un peu de quoi tu es capable. C'était une réunion de USAID à l'époque, lorsqu'il y avait encore l'argent, bien sûr. Et puis, je suis rentré, je fais 5 minutes. Ils étaient tellement impressionnés. Ils m'ont dit, continue. Donc, de 5 minutes, on est passé à 15. Des 15, on a fait 30, parce que dans l'interprétation, la tranche, c'est 30 minutes. Et ils m'ont dit, tu pars pas, tu restes. J'ai dit, comment ça? Ils dit, oui, tu restes jusqu'à la fin de la réunion. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont introduit dans le métier, de façon informelle, parce que normalement, il faut faire un master, Mais ils ont dit, ce gars-là, il est atypique, on va le garder. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser des parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Hello. Salut Stevie, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup, mon frère. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast. L'exercice que j'avais mis en pause pour quelques minutes, mais c'est un plaisir d'être retour dans cet exercice que j'ai travaillé en écoutant Oprah Winfrey hier soir, qui est très intéressant. C'est ce que j'aime bien faire pour parfaire et donner vraiment arriver à un niveau d'interview des meilleurs. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui je suis avec un excellent un pro de la voix. Et donc la question que j'aime poser pour commencer cet épisode, c'est si tu devais résumer ton parcours de vie en 3 mots, quel mot choisirais-tu? Alors, les mots que je vais choisir, s'il faut 3 mots, je vais dire autodidacte, pratique, confiance. Ok. Autodidacte, pratique et confiance. Pourquoi autodidacte? Alors, parce que moi, j'ai un parcours un peu atypique, dans tous les sens du terme, dans toutes les professions que j'exerce. Je n'ai jamais fait une éducation, disons, formelle, licence, master, doctorat. J'ai toujours emprunté un raccourci un peu étrange, mais c'était une quête personnelle et puis j'ai fini par me perfectionner. Après, je parle d'autodidacte. Je pense que tout est possible quand on est curieux, quoi. Au lieu de toujours dire, bon, de façon conventionnelle, il faut passer par l'école. C'est une bonne voie, mais à un moment donné, parfois quand on fait les choses de nous-mêmes, ces choses deviennent parfaites. Waouh, intéressant. Et pourquoi pratique? La pratique, c'est ce qui m'a aidé parce que sans la pratique, je n'aurais pas pu être au niveau où je suis dans tous les sens du terme. Je comprends que c'est quand on pratique, comme on dit en anglais, to master your craft, que nous développons des instincts qui deviennent tout à fait naturels. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. C'est quelqu'un, même lorsqu'il dort, on lui demande de faire ce qu'il doit faire au réveil. Sur le champ, il le fait de façon professionnelle parce que plus on pratique, plus des choses deviennent innées. Ça fait partie de nous, ce sont nos seconds traits. C'est comme par exemple un militaire qui va faire du shopping et puis il entend un pétard ou un gonflant qui explose. Le premier instinct qu'il aura, ce sera de mettre la main sur l'arme. Tu vois, donc ça devient maintenant une seconde nature, quoi. Donc sans la pratique, on ne peut pas se perfectionner. C'est comme les arts martiaux, le karaté, c'est la même chose.
Je vois, je vois. Et pour finir, pourquoi confiance? La confiance, c'est ce qui m'a aidé à pénétrer certains milieux. Si je n'avais pas confiance en moi, je n'aurais pas pu être accepté dans certains milieux professionnels. Parce que ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont ce qu'ils ont, ils ont l'art, mais ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent qu'ils ne valent rien, peut-être parce qu'ils sont pauvres ou peut-être parce qu'ils se sentent pauvres. Parce que pour moi, la pauvreté, ça n'existe pas, c'est un état d'esprit. Ils pensent qu'ils sont pauvres, ils pensent qu'ils sont démunis et ils pensent qu'ils ne peuvent pas pénétrer certains milieux. Mais il faut le courage. Le courage, c'est un peu comme un laissez-passer. C'est une carte blanche qui vous donne accès à tous les milieux. Le courage, hein. Même si vous n'avez pas ce qu'il faut, mais rien que le courage peut vous ouvrir beaucoup de portes. Ok, je sens que cet épisode va susciter en moi plein de questions, plein de choix, de mots, parce que j'ai envie que je suis curieux parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, mais en préparant cette émission, je me suis dit, en fait, il y a des gens qu'on rencontre de manière anodine, mais c'est comme si l'univers nous dit, oui, tu devais rencontrer cette personne et ça tombe au moment opportun. Donc je suis curieux d'en savoir encore plus. Donc, l'autre question que du coup j'ai à te poser, c'est qui es-tu? Et non pas quelles sont tes activités. Qui es-tu? Oui, ça fait deux choses complètement différentes, hein, parce que quand on dit à quelqu'un généralement qui es-tu, bon, il balance son CV, voilà ce qu'il fait, sa profession. Ce n'est pas réellement ça. S'il faut résumer qui je suis au sens cosmologique du terme, universel, cosmique, je dirais que je suis un être doté d'une capacité de recharger tout être humain qui aurait perdu sa voix, tout être humain qui atteint un certain niveau de désespoir, tout être humain qui dit qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit, tout être humain qui a besoin de ce boost, de cette motivation que personne ne peut lui apporter. Mais je suis surtout cette personne, cet être qui arrive à détecter les bons côtés des humains. Donc moi, c'est comme ça. Lorsque j'ai une première action avec quelqu'un, une première interaction, la première chose qui m'intéresse, c'est toujours de détecter le bon côté de la personne. Parce que les personnes vivent 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne se rendent même pas compte des bonnes qualités qu'elles ont. Tu vois, elles se disent qu'elles sont complètement inutiles, elles sont perdues, ou bien ils peuvent se dire qu'ils sont aussi excellents, mais elles sont toujours de bons côtés que les gens n'arrivent pas à détecter. Il faut une tierce pour le dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui voyage et puis qui rencontre peut-être une jeune fille, qui lui dit bonjour, rien que par le bonjour, la tonalité vocale, si je suis par exemple un musicien ou un spécialiste en orchestre ou bien en opéra, j'aurais détecté déjà ici une espèce de Nicki Minaj, une espèce de Rihanna, et c'est là où je pourrais peut-être coacher la personne. Moi, je suis surtout cet être-là. Je suis un peu comme un ange, je viens, j'éclaire, je donne des conseils. Bon, si on n'écoute pas, tant pis. Donc voilà un peu qui je suis. Énorme. Waouh. Là, je pense que les auditeurs déjà perçoivent déjà là où on va. Non, c'est déjà, j'aime bien employer ce mot. La masterclass a commencé. Donc, à vos écouteurs, continuez de faire vos activités, continuez de courir, continuez de faire la cuisine, de faire la vaisselle, mais gardez un oreille attentif à ce qui est en train de se passer là, parce que j'aime beaucoup et je trouve que ma mission de vie, je crois que j'en ai déjà parlé peut-être sur d'autres épisodes, rejoint beaucoup la tienne et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, on comprend tout de suite qu'il y a concordance des luttes, concordance des visions, des missions. Donc franchement, j'aime beaucoup comment tu t'es présenté. Donc là, la question c'est quelles sont tes activités dans ce cas-là? Alors, moi, je suis quelqu'un, on dirait, d'ambidextre. Je fais beaucoup de choses à la fois, mais ne vous en faites pas, je suis pas perdu, je me retrouve très bien. La première activité que je fais, c'est que je suis coach voix off. Donc, je suis coach vocal. Je n'enseigne pas comment chanter, mais j'enseigne comment s'exprimer publiquement, comment lire professionnellement et comment commercialiser sa voix. Parce que pour moi, la voix est un atout, c'est un actif, c'est une richesse que beaucoup de personnes ont, mais qui ne le savent pas. Ils utilisent parfois à des fins caritatives, gratuites, ou sans être conscients de la valeur de leur voix. Donc, je suis coach vocal, j'aide les gens à monétiser leur voix à travers des enregistrements voix off, des documentaires, des prises de voix, de ce qu'on appelle le ghost voice aussi, c'est-à-dire comment représenter une marque à partir d'une voix. La deuxième activité que je fais, c'est que je suis interprète de conférences. Je suis certifié par
l'Association internationale des interprètes de conférences, en abrégé AIC, c'est resté en français, hein, AIIC. Le site, c'est aic.org. Et je suis basé au Rwanda. Nous sommes 3 membres de cette association internationale au Rwanda. Et je suis membre depuis 2020, mais j'exerce la profession d'interprète depuis 2017. Le troisième domaine, en fait, je suis un encadreur en termes de autonomisation des Africains dans les emplois liés à Internet, les emplois qui se font en ligne. Et j'ai découvert que plus je cherchais, plus je me suis rendu compte qu'en fait, travailler sur Internet ne veut pas dire être simplement spécialiste en coding, spécialiste en design de site Internet, mais on peut être aussi cuisinier et travailler en ligne, on peut être mécanicien et travailler en ligne, on peut être installateur des caméras de surveillance et travailler en ligne, on peut être secrétaire et travailler en ligne, on peut être jardinier et travailler en ligne. En fait, j'ai découvert que, en fait, j'ai appelé Internet et le nouveau visa. En fait, c'est un autre monde où les gens peuvent commercialiser leurs compétences s'ils trouvent que le marché où ils sont, ou l'environnement où ils sont est saturé. Et s'ils sont découragés et pensent que la seule façon de réussir, c'est de travailler l'océan Atlantique. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. On peut travailler là où nous sommes. Et donc, c'est ce que je fais. Je coach, j'autonomise, etc. J'ai aussi un petit penchant sur l'anglais professionnel. Donc, j'enseigne l'anglais au corporate, mais de l'anglais spécialisé. Parce qu'en général, les gens parlent de, oui, business English, c'est l'anglais des affaires. L'anglais des affaires est un terme trop vague. L'anglais des affaires, ça veut dire l'anglais des activités. Alors, quelles activités? Alors, si vous êtes, par exemple, un spécialiste, si vous êtes un pilote aéronef, moi, je vous enseigne l'anglais des pilotes. Si vous êtes hôtesse de l'air, je vous enseigne l'anglais des hôtesses de l'air. Si vous êtes mécanicien, je vous enseigne l'anglais de la mécanique. Si vous êtes dans la comptabilité, je vous enseigne l'anglais de la comptabilité. Donc, j'ai environ une 50aine de domaines et je forme les gens dans ce type d'anglais de spécialité qui est en fait d'origine britannique. Et j'ai aidé beaucoup d'entreprises lorsque j'étais au Gabon, le Gabon qui est mon pays de naissance. Lorsque j'étais au Ghana aussi, j'ai enseigné beaucoup d'ambassadeurs et de diplomates sur l'anglais diplomatique. Et depuis que je suis arrivé au Rwanda également, j'enseigne aussi en ligne. Voilà. Ok, d'accord. Tu viens d'en parler. Tu as dit que tu es originaire du Gabon. Euh, Peux-tu nous parler rapidement de ton background? Dans quelle famille, dans quelle localité tu es né? Quelle a été l'éducation, l'environnement, les premières choses que l'être physique Stevie a côtoyé? Dans quel environnement il est né et qui ont commencé à déterminer son parcours et ont été je dirais des tremplins qui allaient le propulser vers là où il est aujourd'hui. Oui, j'ai eu une véritable tendre enfance, très très tendre. Malheureusement, je n'ai pas grandi avec mon père géniteur, ma mère génitrice. J'ai plutôt grandi avec le frère de ma mère. Très jeune, je suis arrivé dans la maison de mon oncle à l'âge de 3-4 ans. Mais je suis né à l'est du Gabon, une ville qu'on appelle Mwanda, la ville qui produit la plus grande quantité de manganèse. Et puis, mon père et ma mère sont originaires du Gabon. Et j'ai grandi dans une famille plutôt policière, militaire. Voilà. Donc, j'ai eu cette éducation hyper stricte. En plus de cela, j'ai fait le primaire et le secondaire strictement catholique. Donc, on nous a appris à être très strict. Mais très tôt, comme mon père effectuait beaucoup de missions à l'étranger, il avait commencé à nous apporter toujours des encyclopédies. Soit des encyclopédies juridiques, des encyclopédies de la nature, des encyclopédies. Donc, notre maison était devenue comme une espèce de bibliothèque. Et parmi tous les enfants, on était environ entre 5 et 6, beaucoup d'enfants. J'étais le seul qui était un peu très introvert. Donc, j'étais trop replié sur moi-même. Mais je passais tout mon temps à faire des lectures. Je lisais tout le temps. Je lisais. C'était ma passion, en fait. Découvrir le monde, les océans, l'Égypte, l'histoire. Donc, très tôt, la lecture m'a passionné. Et lorsqu'on jouait souvent à certains jeux comme le Monopoly, j'étais toujours champion parce que j'avais toujours un mot que les gens ne connaissaient pas. Et puis, je devais expliquer un peu ce que c'est. Jusqu'au secondaire, toujours continué avec mon oncle, j'ai toujours grandi dans cette même tendre enfance. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais. Parce que j'aimais beaucoup le hip-hop avec Tupac, j'aimais la soul avec Phil Collins. Et à ma première bourse de 6e, j'avais acheté ce qu'on appelait à l'époque les Walkman, et puis des CD pour rechercher des paroles en ligne. Et puis, je commençais à chanter en même temps que les chanteurs. C'est là où j'ai développé vraiment mon côté anglophone. Et c'est là où j'ai beaucoup excellé au lycée. Avant maintenant de m'expatrier vers le Ghana, à l'âge de 21 ans, j'étais encore tout jeune. Et au Ghana, j'ai passé 10 ans d'expérience. Je suis rentré au Gabon encore en 2009-2010. J'ai
essayer de trouver un emploi pour convaincre les parents parce qu'ils vont vous dire, ouais, tu as fréquenté, mais tu ne viens pas au pays. J'ai dit, ben voilà, j'ai ouvert une entreprise où j'animais à la télévision, mais en même temps, je dispensais des cours d'anglais en entreprise avec un collègue qui est toujours animateur aujourd'hui à Gabon 24. Et après, je suis retourné au Ghana en 2014, mais avec une escale au Kenya. Et donc, c'est à l'escale au Kenya où j'ai vu la perle des perles, mon épouse, et on a décidé de venir au Ghana ensemble en 2014. Et après le Ghana, on a fait 7 ans au Ghana. On a décidé de venir maintenant au Rwanda où je suis installé. Et j'ai ma petite entreprise et je me sens vraiment à l'aise. Voilà. Super. Et dans ce parcours-là, c'est vrai que tu as raconté déjà tu as donné les milestones, si je peux dire, je sais pas le terme en français, mais bon, tu as donné les bornes, pour qu'on comprenne à peu près déjà l'image générale. Et quel a été surtout dans ton parcours scolaire, je dirais primaire et secondaire, quelle a été une anecdote particulière qui détermine qu'aujourd'hui, avec rétrospective, que tu vois qui a été une anecdote importante pour déterminer l'entrepreneur, l'être humain que tu es aujourd'hui? Bon, en fait, il faut dire que c'est à partir de cette attraction pour l'anglais que le monde anglophone s'est ouvert à moi. Et tandis que ma dernière résidence, quand j'étais au Gabon avant de sortir, c'était le grand marché de Montbouet, une agglomération là où il y a beaucoup de nationalités. Il y avait surtout beaucoup d'anglophones. Donc j'avais des Camerounais anglophones, j'avais des Nigérians, j'avais des Libériens, j'avais des Ghanéens, qui étaient tous mes voisins, des commerçants, et je passais tout mon temps à descendre dans la rue, parler avec eux en anglais pour essayer de m'exercer, voir si je m'améliore. Et ce sont eux qui me motivaient toujours de sortir, que l'anglais que j'ai là, c'est pas fait pour ici. Parce qu'à l'époque, on s'intéressait pas à l'anglais au Gabon. Ils ont dit non, il faut sortir. Si tu sors vraiment, ça va aller. Tu peux aller fréquenter chez nous. Tu vas apprendre quelque chose. Donc, c'est surtout ce désir de l'anglais, là. Parce que quand j'atterris au Ghana, je me rends compte que c'est un peuple qui a 70% des personnes qui adorent l'entrepreneuriat. Je me disais, mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la fonction publique? On dit, ah, non, non, non. C'est pas intéressant. D'abord, le salaire n'est pas intéressant. Mais surtout, il y a trop de responsabilités. Donc, s'il y a des pertes, on va t'indexer. Et c'est là où je compris maintenant, en fait, l'entrepreneuriat. Et j'ai dit, mais ça, c'est quel genre de monde, ça? Donc, du coup, comme je n'étais pas boursier, mais j'ai bénéficié de l'argent de ma mère, qui vendait modestement son manioc au Gabon, qui m'envoyait des Western Union. Et un jour, j'ai décidé d'aller dans un hôpital. J'étais atteint d'un palu. Je suis allé dans un hôpital dans mon quartier, qui s'appelle Aladjo à Accra. Et le médecin, étrangement, quand il m'a reçu, j'ai dit, je suis gabonais. Il a commencé à dire, ah non, il nous faut un autre francophone qui sait parler anglais. J'ai dit, non, non, je parle bien anglais. Et je m'exprimais bien en anglais avec lui. Il dit, ah, mais comment tu as su l'anglais? J'ai dit, non, c'est depuis longtemps, depuis le Gabon, au lycée, déjà, j'étais très attiré. Alors, en plus des soins que le monsieur me donne, le médecin, il m'a dit, bon, je vais te prendre comme mon interprète pour les patients francophones. Où est-ce que tu vis? J'ai dit, je vis à 5 minutes d'ici. Il a dit, ah, mais ça tombe bien. Écoute, tu restes là, moi je te prends, je te donne un salaire. À l'époque, il me payait environ l'équivalent de ce qu'on appelait avant 800 000 cedis. C'est en fait l'équivalent de 80 cedis. 80 cedis, c'est à peu près $60. Ça a l'air insignifiant, mais je vous dis qu'en 2003-4, c'était beaucoup au Ghana. Ça me permettait même de louer une chambre, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec ce monsieur. Or, ce monsieur était l'ancien directeur de l'hôpital de police d'Accra. Donc, c'était un haut officier qui a fait les Nations Unies, qui a travaillé à New York. Et son aide-médecin, son infirmier ou son aide-médecin était aussi un autre diplomate des Nations Unies. Donc, c'est comme ça que les gars m'ont exposé au corporate world. Ils m'ont introduit en disant, voilà ce jeune francophone, là, il est chez nous, dans notre clinique, mais il s'exprime bien en anglais. Donc, du coup, il y avait des Ghanéens d'un côté qui voulaient apprendre le français. Donc, je faisais ça en part-time. L'autre temps, c'était à l'hôpital. Et en même temps aussi, on s'y présentait à des francophones aussi patients, qui sont des diplomates qui sont installés au Ghana, qui ont besoin de quelqu'un pour les encadrer en anglais. Et donc, avec ces sous que j'avais à gauche et à droite, plus au niveau de la clinique, j'ai lancé un appel à ma mère, un appel très audacieux. J'ai dit à maman, l'affaire de Western, c'est fini. Laisse-moi, je m'occupe de moi-même. Mais à l'époque, ma mère a pris ça pour une injure. Parce qu'au Gabon, l'enfant est dépendant, il est devenu sauvage. Or, en fait, c'était un signal à ma mère en disant, maman, j'ai commencé l'entrepreneuriat, je pense que tu as trop fait pour moi. Tu vas pas continuer jusqu'à l'université, ça va, je peux me débrouiller. Au départ, elle a pris ça mal, mais elle a commencé à retrouver la joie quand moi, je commençais à envoyer les sous. Tu sais, nos parents africains, il suffit que j'envoie l'argent, c'est fini. Hein.
quelque chose que tu as commis auparavant, c'est fini, tu es pardonné. Parce que tu contribues. Et donc, c'est comme ça que ça a changé ma vie. Donc, ça, c'était vraiment l'anecdote qui a créé le déclic. Et ça m'a créé, pas un dégoût, mais un manque d'envie de travailler. Parce qu'après l'hôpital, j'ai enseigné dans une école, j'ai enseigné l'anglais en tant qu'enseignant d'anglais à temps partiel, indépendant. Et c'est là où j'ai pris goût à l'entrepreneuriat. J'ai dit non, je veux plus travailler, ça ne me plaît plus. C'était un combat parce qu'on me disait au Gabon, rentre, tu vas rentrer à la police parce que tout le monde était dans l'armée. Tu rentres à la police, à la garde républicaine, on te met. J'ai dit non, moi ça me plaît pas. Moi c'est l'entrepreneuriat. Donc quand je suis même retourné au Gabon en 2009-2010, j'ai ouvert une entreprise où j'enseignais l'anglais des affaires, l'anglais de spécialité. Et malgré ça, on se moquait toujours de moi parce que je me baladais avec un sac à dos, des baffles. Mais lorsqu'on a entendu que j'enseigne l'anglais à la BGV Business School, j'enseigne l'anglais à DHL Aviation, j'enseigne l'anglais à Shell Gabon, j'enseigne l'anglais à Panalpina, ils ont dit, ah, mais comment ce gars l'a fait? Nous sommes des enseignants, nous sommes tout le temps en grève, les salaires, ça ne passe pas. Comment est-ce qu'il a fait? Oh, moi, j'avais découvert que l'anglais a une autre dimension entrepreneuriale, corporate. Et il y avait un besoin fou, parce qu'il y a des diplomates qui sont dans des pays accrédités, ils ont du mal à s'exprimer. Et à cause de ça, ils ratent beaucoup d'opportunités. Or, s'ils arrivent à s'exprimer dans leur domaine avec confiance, mais ils gagnent des contrats. Donc, c'est comme ça que moi, je frappais l'heure. C'était très coûteux. Je faisais entre 15 000 et 25 000 francs CFA de l'heure. Donc, à peu près 50 € de l'heure. Et les gens signaient 6 mois d'avance. Et puis, les autres enseignants m'ont dit, mais comment est-ce que tu as fait? Nous sommes arrivés, on n'a même pas encore de poste budgétaire. J'ai dit, non, moi, c'est pas le salaire qui m'intéresse. Moi, je suis prestataire, j'ai ouvert une entreprise, je leur ai montré que je peux apporter un plus. Et c'est comme ça qu'on est dans les entreprises, on peut créer le besoin. Donc, voici un peu cette expérience-là qui m'a vraiment appris à être entrepreneur. En fait, au Gabon, quand je vais auprès de mes parents, on dit toujours, oh, ce gars-là est devenu ghanéen, ça, c'est plus un Gabonais, ça. Tout le temps, dans sa tête, c'est des business. Il veut pas être fonctionnaire. Donc, c'est un peu ça l'anecdote. Ok. Et quelle étude tu as suivi du coup après le secondaire et après cette opportunité-là? Parce que tu as quand même dit tout à l'heure que tu as un parcours autodidacte mais quand tu vas au Ghana à l'âge de 21 ans comme tu as dit, ou même déjà avant de quitter le Gabon, est-ce que tu as fait un parcours et tu as quand même validé des diplômes universitaires ou tu t'es dit vraiment c'est cet aspect-là autodidacte qui s'est réveillé déjà en toi très tôt? Effectivement, je me suis orienté dans l'entrepreneuriat et les langues. Donc, la première école que j'ai commencée s'appelait GIL, Ghana Institute of Languages. Donc, c'est l'Institut ghanéen des langues où j'avais rencontré des professeurs formidables. C'est là où, lorsque j'ai fait mon GIL jusqu'au Proficiency, qui prend environ 3 ans, Proficiency, c'est une espèce de master. Bon, c'est pas universitaire, c'est une école supérieure. Voilà, technique dont on enseigne l'anglais. Et c'est là où j'ai découvert c'est là où ils m'ont dit qu'avec le type d'anglais que tu as là, la façon dont tu t'exprimes librement, il y a un métier qu'on appelle l'interprétation de conférences. Il faut que tu fasses ça, parce que c'est très intéressant. Mais à l'époque, l'interprétation des conférences, ça coûtait extrêmement cher pour les non-ouest-africains. Parce qu'étant gabonais, les ouest-africains avaient un tarif moins, les Ghanéens, les autochtones avaient un tarif encore moins. Mais ceux d'Afrique centrale, c'était multiplié par 10. Donc, au départ, ça m'avait complètement découragé. Et c'est là où je me suis orienté dans 2 domaines. Premier, c'était dans tout ce qui est vocal. Donc, j'ai profité dans un institut qui s'appelle RABODEF. Donc, c'est Radio Academy Broadcasting Development Fund. Et j'ai été formé par un illustre animateur ghanéen, Tony Annan Forson, qui a eu des antécédents avec la BBC, etc. C'est lui qui nous a formés. Et on avait même des formateurs qui sont passés par la BBC, des grands orateurs, des grands journalistes, qui sont venus nous former pendant cette formation. Et quand j'ai terminé donc avec la broadcasting, donc tout ce qui est radio, diffusion, télévision, etc., animateur, j'ai vu il faut que je me forme aussi en management. Donc je suis allé dans une autre école qui s'appelle Saka Communication. Donc j'ai fait business management et j'ai fait communication. Et c'est là où j'ai appris les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Je suis allé jusqu'à ce qu'ils appellent Advanced Diploma. C'est un peu comme un BTS. Et c'est là où j'ai dit, bon, là, ça suffit. Maintenant, je me lance dans la vie active. Et je me suis lancé là-dedans. Mais par contre, je n'avais pas fait une formation d'interprète, mais j'avais déjà des prémices de l'interprétation. Donc, je savais interpréter quelqu'un qui parle d'une langue vers une autre en temps réel. Sauf que je n'avais jamais fait en situation réelle dans une cabine. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un Ivoirien qui m'a donné une opportunité parce que quelqu'un lui a dit que je peux faire le travail. Il a dit, OK, je te donne 5 minutes
pour voir un peu de quoi tu es capable. C'était une réunion de USAID à l'époque, lorsqu'il y avait encore l'argent, bien sûr. Et puis, je suis rentré, j'ai fait 5 minutes, ils étaient tellement impressionnés, ils m'ont dit, continue. Donc, de 5 minutes, on est passé à 15. Des 15, on a fait 30, parce que dans l'interprétation, la tranche, c'est 30 minutes. Et ils m'ont dit, tu pars pas, tu restes. J'ai dit, comment ça? Ils dit, oui, tu restes jusqu'à la fin de la réunion. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont introduit dans le métier, de façon informelle, parce que normalement, il faut faire un master, Mais ils ont dit, ce gars-là, il est atypique, on va le garder. Donc, c'est comme ça que j'ai su me faire reconnaître par ma prestation. Et c'est là où j'ai eu des ténors de ce métier. Il y a un qui est déjà décédé, paix à son âme, qui m'ont dit, écoute, nous avons une association internationale. Alors, toi, tu as un parcours atypique, mais quand tu es en cabine, tu impressionnes tout le monde. On n'a pas cette impression que tu n'as pas fait des études normales, etc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la demande d'adhésion. Nous, on va te couvrir, on va te coacher, on va te parrainer et tu seras un interprète certifié au sens international du terme. Donc, grâce à cette association, par exemple, aujourd'hui, je suis dans ce qu'on appelle le roster, ce sont les bases de données. Le roster de l'OMS Afro, donc bureau au Congo, l'OMS HQ, bureau à Genève. Je suis aussi avec la FAO, avec le bureau à Rome. Je suis avec le COMESA. Le COMESA, c'est le marché commun pour l'Afrique australe et de l'Est, avec pour bureau à Lusaka. Je suis avec la FIFA, que vous connaissez, avec pour siège à Genève. Je suis avec la CAF, avec pour siège en Égypte. Donc, c'est comme ça que je me suis fait connaître et les gens ont aimé ma prestation et voilà comment je suis aujourd'hui. Ok. Tu as dit que tu es né à Mwanda, c'est ça? Quel est le nom de cette du peuple duquel tu es originaire? Bon, disons, en Mwanda, c'est peuplé de 2 ethnies, les Obamba et les Bateke. Bon, j'ai appris qu'il y a plus d'Obamba. Alors, bizarrement, mon père, lui, il est Obamba. Il est d'Okonja. Et ma mère, elle est Bateke, elle est d'Obia. C'est un sous-village, une sous-préfecture de Akieni. Donc, je suis des 2 ethnies. Mais étrangement, lorsque j'étais chez mon oncle depuis l'enfance, à l'âge de à peu près 17 ans, j'ai dû fuguer. C'était l'adolescence, on commence à voir la puberté, on fait de bêtises. Donc j'ai fugué parce que, mon oncle me disait non, faut pas mener ce genre de comportement, tu fais n'importe quoi. Donc je suis allé squatter chez un autre Gabonais que j'ai connu dans le milieu scolaire. Il est de l'ethnie Fan. Donc j'ai fait pratiquement 2 à 3 ans avec les Fan d'Oyem. C'est là où j'ai appris leur culture, j'ai appris à manger. Il y avait trop de mythes, Ah ouais, les Fans n'aiment pas les Batékés. Les Batékés sont considérés comme les Bilopes. Les Bilopes, ça veut dire étrangers, les non-Fans. Mais non, moi, je les ai trouvés très, très accueillants. On vivait avec sa grand-mère. Elle nous préparait à manger. Et même au quartier, les gens disaient, mais pourquoi tu baisses ce gars-là? Il n'est pas de ton village, vous le connaissez pas. Elle dit, non, c'est le meilleur ami de mon petit-fils. Je vais faire comment? Donc, elle nous a pris comme 2 fils. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. Même au Ghana, il est venu au Ghana. Aujourd'hui, je vous parle, il est installé, c'est un ingénieur. C'est carrément mon frère. Et même dans ma famille, ce gars a été accepté, il fait carrément partie de la famille. Quand on a des problèmes familiaux, il est impliqué. Quand il a des problèmes familiaux, nous sommes aussi impliqués. Donc, c'est un peu dans cette espèce de melting pot-là. Et en plus, pour ajouter un peu, c'est que moi, Gabonais, quand je suis allé au Kenya, j'ai croisé une Kenyane. Je l'ai épousée au Ghana. On a eu une autre fille au Ghana. Bon, elle est techniquement ghanéenne, même si elle est gabonaise et kenyane. Et quand on est venu au Rwanda, on a eu une autre fils, donc notre deuxième enfant, au Rwanda. Donc, techniquement, il est rwandais. Donc, à l'âge de 18 ans, il peut réclamer sa nationalité. Donc, ça a créé une espèce de melting pot étrange. Les gens me disent, mais ça, c'est quel genre de mariage, ça? Les enfants, un côté ghanéen, l'autre, un côté rwandais, la femme, un côté kenyan, le papa, un côté gabonais. J'avais toujours ce melting pot en moi. Je sais pas. J'ai grandi dans un milieu vraiment multicolore, multilinguistique. Et j'ai toujours aimé ça. Mes premiers voisins, quand j'étais au Ghana, étaient des Ivoiriens, de l'ethnie qu'on appelle les Yakuba. Les Yakuba, c'est en fait ceux qui sont proches du Libéria. Donc, quand vous les voyez, ils se ressemblent. Ils ont même parfois les mêmes noms. Ils ont les Ndo, ils ont les Gba, ce sont les mêmes noms. Et même l'alimentation, c'est presque la même alimentation. Donc, c'est avec eux que j'ai carrément grandi, virtuellement grandi. Donc, ils sont restés une famille pour moi. Certains sont en Italie, d'autres sont en Côte d'Ivoire. C'est carrément ma famille. Donc, j'ai toujours eu ce melting pot-là, ce panafricanisme. J'ai jamais fait de différence, quoi. Voilà. Ok, très intéressant. Je te posais la question aussi à la base. C'est très intéressant. Tu as livré de jolis secrets et je comprends un peu plus aussi le parcours, l'être humain que tu es. Et la question aussi, je te la posais parce que je voulais savoir, est-ce que tu parles la langue des Batékés?
ou des Obamba dont tu as parlé aussi? C'est ça, non? C'est bien ça. J'ai plus vécu du côté Bateke qu'au Bamba. Au Bamba, c'était mon côté paternel. Mon père, à vrai dire, hein, j'ai découvert à l'âge de 16 ans. Oui, on me l'a présenté, il a dit, voilà, je suis ton papa, un géant. Il est décédé maintenant. Père à son âme, mais très géant. Ouais, ce gars, il est imposant. Et puis, grand cuisinier, il a fait la cuisine française, il a travaillé dans le pétrole. Il savait très bien cuisiner. Et moi, j'ai hérité ça de lui. Donc, j'ai plus grandi du côté Batéké, du côté maternel où j'ai carrément grandi. Je savais très bien parler. Hein. Mais aujourd'hui, j'écoute parfaitement. Sauf que ce sont quelques mots qui sortent seulement. Parce que j'ai quand même fait 17 ans à l'étranger, c'est pas facile. Mais c'est mon côté Batéké qui est resté, quoi. Ouais, non, parce que, en fait, je pose la question parce que cette aisance pour la langue, ça passe aussi forcément par déjà, je suppose que tu parlais déjà peut-être français à la maison. Donc, le fait d'avoir déjà une langue, ça débloque déjà une partie du cerveau. Je sais pas si tu as entendu ça. Il paraît qu'à partir du moment où tu parles 5 langues dans le monde, tu es en capacité d'apprendre toutes les langues. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je voulais aussi comprendre parce que quand on t'entend parler, les auditeurs le remarqueront, quand on t'entend parler, il y a une fluidité du verbe, on a envie d'apprendre à parler comme aussi bien que toi. Et, ok. Donc, il y a aussi un point très important dont tu as parlé de l'entrepreneuriat que tu as acquis en étant dans le monde anglophone. Donc, le monde anglophone au Ghana. Que- que- pour quelqu'un qui a grandi dans un milieu justement peut-être pas où il y a l'entrepreneuriat est, qu'est-ce, quels sont les conseils? Quelle est cette chose ou ces choses que tu as pu capter qui t'ont aidé à passer à ce niveau-là où tu ne vis et tu crois au fait qu'il faut être indépendant et l'entrepreneuriat aide à cette indépendance? Oui, c'est très difficile lorsqu'on a un background francophone. Hein. C'est extrêmement difficile parce que dans notre culture francophone, on nous a habitués à faire de très grandes études, avoir de très beaux diplômes, impressionner la société, postuler à des titres, quoi. C'est-à-dire que le francophone, lui, il aime le titre. Quand on dit, bon, il est le directeur général, il est le secrétaire. On aime ça, mais dans le côté finance, ça ne va pas. On ne vit que du salaire. Ce n'est pas facile. Donc, le gros problème, c'est d'abord le changement de mentalité. C'est d'accepter un certain fait. Je vous donne un exemple très simple. Dès mon retour au Gabon, la première fois que je suis retourné au Gabon après 10 ans, je suis venu avec des excédents de presque 100 kilogrammes de bagages. Et puis, dans ces bagages, c'était pas mes vêtements, c'était pas des chaussures. Non. C'était des pagnes quintés ghanéens, c'était des perruques, c'était des tissages, c'était ce qu'ils appellent des crayons de beauté. Ils ont un truc, la déco de make-up, là. J'en avais amené plein. Il y avait des bracelets même kenyans. Ça, c'était du côté Kenya, etc. Donc, c'est là où j'ai eu, donc, cet intérêt de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai commencé ça, ma famille n'en revenait pas. Ma famille disait, non, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu nous déshonores. Tu n'es pas, tu ne fais pas notre fierté. Tu es dans cette histoire du commerce. Comment tu peux faire le commerce? Tu peux pas faire autre chose. On te voit en train de vendre. On m'appelait même le Ghanéen. On te voit en train de vendre, on dirait un Ghanéen. Mais ce qui a surpris mes parents, c'est que malgré tout ce qu'ils me donnaient comme nom, un bon jour, je suis venu voir ma mère, puis je lui ai dit, écoutez, vous parlez tellement de moi, vous dites que je ne fais rien, etc. Mais voici, je viens d'avoir un terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça a créé une folie dans la famille. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir l'argent pour un terrain? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas fonctionnaire. Comment il a fait pour avoir un prêt? Donc, pour eux, c'était un prêt. J'ai dit, non, c'est du cash. Mais tu as eu l'argent là où? Tu l'as volé ou quoi? Tu sors d'où? Tu as eu cet argent où? Donc, personne n'avait l'idée de l'ampleur des recettes que je réalisais. J'ai parté dans les entreprises, j'ai parté dans les hôtels avec des produits de beauté, des bracelets, des perruques. J'étais audacieux. Je partais dans des hôtels, je voyais, madame, vous êtes très belle, hein. Vous savez que cette perruque vous va bien? Montrez un peu. Ah, mais tu as eu ça où? Ah, mais toi, tu es gabonais, oui. Ah, mais ça, c'est quel courage. J'ai dit, non, je sais que vous aimez la beauté. Faut prendre ça, maman. Je t'ai fait ça à tel prix. Ça a choqué tout le monde, hein, parce que c'est pas trop comme ça au Gabon.
On n'a pas trop cette culture-là. Ça, c'est généralement quand les Béninois viennent, les Togolais, les Sénégalais, c'est ce qu'ils font. Et ils se disent que bon, on n'a pas de parents, on n'a pas de choix, on peut vendre dans la rue. Moi, je vendais littéralement dans la rue. Mais en temps partiel, je partais dans les bureaux, enseigner l'anglais avec ma veste. C'était bizarre, quoi. Donc, on disait, mais ce gars-là, il s'est baladé avec un sac. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue, ce Gabonais-là? Il peut pas acheter un poste. C'était cette mentalité-là, chercher le poste. Donc, je pense que c'est un problème de mentalité. Mais aujourd'hui, l'histoire donne raison et les gens ont compris que le salaire ne suffit pas. Même lorsque j'étais à l'Afrique de l'Ouest, je me suis rendu compte que même les enseignants, même les fonctionnaires, chacun avait toujours un petit commerce à la maison, un petit étal. Ils vendaient peut-être des biscuits, ils vendaient peut-être des gâteaux. Avant, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils font ce truc-là? J'ai compris que c'est ce qui parfois leur permet de vivre. Parce que parfois, on peut être salarié, mais on a déjà hypothéqué son salaire. Donc, on sait déjà qu'on a un prêt, on a un crédit à rembourser, on doit payer le voisin, etc. Mais quand on a un autre business sur le côté, des trucs de base comme par exemple la nourriture, ça ne vaut plus rien, quoi. Les enfants n'auront jamais faim, les enfants seront toujours scolarisés et j'ai compris ce principe-là. Donc, je pense que les francophones en général ont besoin de se réveiller pour comprendre qu'en fait, ce qui marche, c'est l'entrepreneuriat. Je sais que quelqu'un va me dire, ouais, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. OK, travaillez, soyez salarié. Mais il faut que ce soit votre objectif final. Parce que tant que vous travaillez, vous dépendez de quelqu'un, vous êtes prisonnier, vous ne décidez rien de vous-même. Vous pouvez pas vous taper les vacances parce que vous avez peut-être mal au ventre. Il faut toujours faire des excuses, il faut mettre des certificats médicaux. Et à un moment donné, ça devient chiant. Surtout quand on atteint un certain âge. Quand on a dépensé la quarantaine comme moi, on peut pas continuer à être subordonné. C'est pas possible. Il faut être indépendant. Il faut s'affirmer. Quand même, nous sommes des êtres humains. C'est vrai, ça, faut s'affirmer parce que en plus on le voit. Moi qui ai été dans le milieu salariat pendant plusieurs années, pour pas dire quelques décennies, on, des nouvelles des nouvelles générations vont venir, comme tu le disais. Et c'est une anecdote très récente où un monsieur, un économiste de profession, il est en train d'écrire, il est en train de finir la publication de son livre. Il a parcouru plus de 40 pays en Afrique. Et il me dit, regarde comment la responsable me parle. Tu peux imaginer, c'est quelqu'un qui doit avoir quasiment la cinquantaine. Il me dit, regarde comment elle me parle. Et lui, il fait ça, il est également journaliste, donc il fait ça en indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a cette réalité-là qui vient tout chambouler, et c'est vrai que si tu n'es pas maître de ta personne, si tu n'es pas digne, si tu ne serait-ce que tu es père de famille, tu vas dire, ah, je vais ravaler ma dignité, laisser parce que je sais que la scolarité des enfants arrive à la fin du mois, donc je peux pas, bon, je vais reprendre sur moi. Mais si tu avais les moyens, tu enverrais juste bouler. C'est juste une question. En fait, c'est aussi un moyen pour moi de soulever une question. Est-ce que si tu avais un chèque là, tu sais que je m'inspire du poème de Maya Angelou qui dit Still I Rise. C'est que tu me regardes avec dédain, mais sais-tu que je ris comme si j'étais assis sur des puits de pétrole. Donc si nous avions un puits de pétrole sous nos pieds, est-ce que le manager qui nous parle de la sorte là, est-ce qu'on laisserait faire de la même manière? Qu'est-ce que tu en penses? Non, jamais, ça n'arriverait absolument jamais. Moi, je regarde tout le temps des reportages sur YouTube où des employés viennent carrément mettre leur frustration en ligne en disant ils ont été mal parlés, on leur a manqué de respect, même si je suis un moindre employé et j'ai un salaire minable, il y a quand même ce côté humain. Et malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise manquent de ce tact-là. Ils se disent que comme ils ont des employés, alors ce sont des esclaves. Non, il faut faire attention parce que quand on regarde l'histoire de Li Ka-shing, monsieur milliardaire chinois, c'est comme ça qu'il était. Il était un employé dans une compagnie de fleurs, d'exportation de fleurs. Et lorsqu'il y a eu la crise à Hong Kong, que vous connaissez, le gars a carrément racheté l'entreprise. Oui, il a racheté l'entreprise, il a été malin. Il a compris que, en fait, lorsqu'il y a une crise dans un pays, c'est le bon moment de se lancer dans l'immobilier. Parce que tout le monde est désespéré, les gens abandonnent leur maison, les gens sont prêts à tout vendre pour recommencer une autre vie ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens, ils ont fui du côté ghanéen. Moi, j'étais témoin à l'époque. Et lorsqu'ils sont retenus, ils sont devenus comme des sans-papiers, hein, comme des SDF. Ils recommençaient leur vie à zéro. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens voient l'entrepreneuriat comme
un truc fantastique, fabuleux, c'est comme un rêve, c'est un paradis, c'est pas possible. Je vous jure que c'est possible. Et puis, il y a des gens qui vont venir avec la théorie, ouais, mais Stevie, il nous faut un capital. Est-ce que vous savez que j'ai commencé au Gabon? Quand je suis revenu, quand j'ai atterri en avion avec mon propre argent, j'ai commencé avec 5 000 francs CFA. À l'époque, ça faisait moins de 10 euros. 5 000 francs CFA. Alors, tu sais ce que j'ai fait avec ces sous? Je suis allé dans un magazine qui s'appelle le Zoom Hebdo. Il est toujours disponible. Et j'ai mis le spécialiste en anglais d'entreprise peut vous dispenser des cours à domicile. Si vous êtes un informaticien, je vous donne l'anglais d'informaticien. Si vous êtes technicien, je vous donne l'anglais des techniciens. Et voilà, mes horaires sont de 10 à 15 000 francs l'heure. Quand j'ai posté ça, le Zoom publiait chaque vendredi. Le même vendredi que ça sort, j'ai reçu plein de coups de fil. Et je me souviens, mon tout premier élève, je vais l'appeler un apprenant, c'était un député gabonais. Un député gabonais. Oui, ça dit, j'ai eu un coup de fil anonyme et je suis allé vers Okala. Je vois une belle maison comme ça. On me dit, oui, c'est ici, là. Ah! J'arrive comme ça et on me dit, bonjour, vous êtes gabonais? Oui. Montrez-moi votre carte. J'ai montré ma carte nationale d'identité. C'est vous qui enseignez? Oui. Ah, mon petit. Où est-ce que tu as appris l'anglais? J'ai dit, non, je fais presque 10 ans au Ghana. Et c'est comme ça, on a fait la toute première séance. Le monsieur était hyper satisfait. Je ne vais pas citer son nom. Et il m'a dit qu'il voulait apprendre l'anglais parce qu'à chaque fois quand ils vont dans les sommets internationaux, les trucs politiques, il se trouve toujours éloigné, il n'a pas de substance, il n'arrive pas à dialoguer. Même quand il y a de futurs partenaires, il peut rien dire. Ils ont besoin de l'interprète. Or, l'interprète n'est pas toujours avec eux. Donc, ça l'exacerbait et il disait qu'il veut maîtriser cet anglais. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec ce monsieur-là. Et après ce monsieur, lui, il m'a introduit à la télévision. Et quand je suis passé à la télévision, on avait une émission qu'on appelait English on TV. Là encore, d'autres personnes m'ont remarqué. Et c'est fini, hein. C'est comme ça qu'on est passé partout, des entreprises. Donc, l'entrepreneuriat, je pense que tout ce qu'il faut, c'est le courage. L'ingrédient, c'est le courage. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est d'abord le courage. Et puis, il faut s'organiser. Et il faut aussi rêver. Parce qu'il y a des gens qui se complaisent avec leur salaire. Ils se disent, bon, ça va, à vie, ça va. Moi, je connais un monsieur qui travaillait dans le pétrole à Port-Gentil, qui avait fait presque 20 ou 30 ans avec Shell. Oui, il y a plus de 30 ans. Maintenant, lorsque Shell a eu une restructuration, donc on devait licencier un bon nombre de personnel, le gars, on l'a dit, tu es dans la liste. C'était un cadre, hein. Le gars a pleuré, il a dit, si je laisse Shell, je me suicide, je peux pas quitter. On dit, mais mon frère, on va te donner 100 millions de francs CFA de compensation. Il dit, non, le problème, c'est pas l'argent. Shell, c'est moi. Shell fait partie de moi. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça l'aliénation? Là, il est aliéné. Shell, c'est pas pour lui. Shell, c'est pour les Britanniques. Mais il était devenu un bébé de Shell. Shell était comme sa maman et il ne peut pas vivre. Il peut même pas marcher. C'est comme un bébé qui refuse de marcher. Et l'épouse, je l'avais rencontrée au Ghana, elle disait, mais mon mari est terrible. 100 millions de francs CFA, il s'est dit qu'il ne peut rien faire avec. C'est-à-dire, il connaît même plus la valeur des chiffres. Il est habitué aux oignons, aux voyages, aux per diem, aux allocations. C'est cette vie-là, cette vie facile-là. Donc, il avait peur d'être face à lui-même. Or, à un moment donné dans la vie, on doit faire face à nous-mêmes. Les métiers et les salaires, c'est une façon de notre mère de nous donner du sein. Et à un moment donné, on doit s'arrêter, on doit dire, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Prendre ma vie en charge, vivre pleinement de ma vie. Parce que tant qu'on est employé, laissez-moi vous dire, on est esclave. Hein? Même si vous avez 10 millions de francs CFA, 20 000 euros, ce que vous produisez dans l'entreprise, ça permet de multiplier des milliards de recettes à l'entreprise. Et vous n'avez même pas un millième de cet argent. Donc, il faut que l'Afrique commence à se réveiller, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, si vous prenez 10 Américains de façon aléatoire, je vous parie que les 10 ne sont pas les employés, encore moins les employés d'État. Ils vont vous dire, je suis créateur de contenu, je fais ceci, je suis dans le showbiz. Ils ont compris. Voilà, c'est ça le problème. Hey, j'espère que tu prends plaisir à écouter cet épisode d'Ami Parcours autant que je prends plaisir à discuter et à enregistrer avec mon invité. Ces histoires, ces réflexions, elles me touchent et elles me font profondément vibrer et j'espère qu'il en est autant pour toi. Mais donne-moi quelques minutes pour te parler d'une chose qui me tient absolument à cœur. Si tu es un entrepreneur, manager ou que tu aspires à devenir un leader, tu sais aussi que ce chemin n'est pas une ligne droite. On se sent parfois seul, perdu, voire même dépassé. C'est là que j'interviens et que je veux te tendre la main. Comme je te l'ai dit en intro, je suis Yannick.
Je suis coach et formateur en leadership. Et mon but, c'est de t'aider et d'aider les personnes comme toi à révéler leur plein potentiel. Ma croyance profonde est que nous avons tous en nous une capacité d'être un leader. Cependant, cette capacité doit se révéler à travers un processus de développement personnel et d'accompagnement. Donc, si tu veux booster ta communication, apprendre à gérer des conflits ou élaborer une vision stratégique pour ton entreprise ou pour ton leadership personnel, je suis là pour toi. Ensemble, on va créer un programme sur mesure qui te ressemble et qui répond à tes besoins et à tes rêves. Alors, si tu sens qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, si tu veux enfin devenir le leader que tu admires, on doit se parler. Tu peux m'écrire directement à l'adresse mail suivante: parcours avec un s @gmail.com, ou sinon, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en cliquant sur le lien Calendly disponible en descriptif de cet épisode. Alors n'attends plus. Crois en toi. Investis dans ton leadership et ensemble, atteignons des sommets. Ok, donc là, je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de confiance et tu parlais justement également de courage en introduction. Et comment, là, la première question qui me vient, c'est quand tu parlais de formation en anglais, en combien de temps à peu près tu aides une personne à passer du niveau de où il est à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, à peu près une moyenne? Ouais, ça c'est une question très pertinente parce que ce que je fais quand je fais des annonces sur l'anglais de spécialité, je dis toujours, attention, je ne prends pas niveau débutant. Je prends avec des personnes qui ont des rudiments d'anglais. Donc, si vous avez au moins un baccalauréat, vous avez fait une série A2, moi j'ai fait A1. Donc, il y a quand même, les francophones ont quand même un certain niveau rudimentaire anglophone. Comment dire bonjour, comment dire je suis là, je ne suis pas là-bas. Parce qu'on a au moins fait à partir de la 6e, le present perfect, comment dire j'étais, je suis, je serai. Si vous avez cette bonne petite maîtrise de base, allez, on démarre. Donc, je prends pas au niveau A, B, C, D, etc. Maintenant, quant à la durée, j'ai deux types d'apprenants. Enfin, j'ai trois types d'apprenants. Il y a un type d'apprenant avec qui 3 mois suffisent pour qu'il puisse voler de ses ailes. J'ai une méthodologie. Il y a un deuxième type d'apprenant pour qui, ou avec qui, 6 mois sont largement suffisants pour laisser la personne être autonome, s'exprimer maintenant, etc. Et la troisième catégorie d'apprenants, non, ce n'est pas un an. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas se débarrasser de moi. Il y en a plein comme ça. Ils ont dit non, Stevie, là, tu es devenu mon motivateur. Je sais que j'ai déjà atteint un bon niveau, mais je veux que tu sois toujours là. Je sais pas, hein, vous voyez, quand on est un enseignant et quand on a créé de l'impact chez quelqu'un et s'il s'exprime bien, c'est comme si c'est une façon de vous rendre hommage. Il veut pas se débarrasser de vous. Il va dire non, vous pouvez pas partir. Fais ce que tu veux, tu peux travailler, tu peux voyager, mais je suis toujours ton apprenant. J'en ai plein comme ça. Ils disent non, je suis toujours ton apprenant. Continuons, nous sommes une même famille. Et puis, t'impliques même parfois dans sa vie privée, dans ses affaires. Et c'est comme ça la vie, quand on crée de l'impact. Effectivement. Et je reviens sur ce que tu disais juste avant cette réponse, quand on parlait de courage et de confiance. Comment vient le courage? Comment vient le courage? Je pense que la question est assez deep comme ça. Non, le courage vient de deux sources. Il se crée ou on s'en inspire. Je vais commencer avec le premier, la création. Alors, le courage peut se créer lorsque on dit « Alors, là, j'en ai marre, j'ai décidé ». Quand on décide de faire quelque chose. On prend une résolution. C'est pas vos trucs de fin d'année, là, vos vœux bizarres, là. Je veux plus boire, mais bon, 24 heures plus tard, on le voit en train de siroter. Non, c'est pas ce genre de résolution. Ce sont des résolutions extrêmement fermes. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes une femme, vous êtes mariée ou bien vous vivez dans une relation, vous n'êtes pas forcément marié. Et puis vous avez l'impression que votre époux ou votre conjoint est trop arrogant quand il s'agit, par exemple, de subvenir à vos besoins. Donc, à chaque fois, il vous fait toujours une leçon de morale en disant « Ah, ben toi aussi, il faut travailler quand même. Tu penses que cet argent, je le ramasse ?»
même pour vos besoins élémentaires, hein, comme par exemple l'hygiène. Il va commencer à vous faire la morale, il va vous lire la Bible. À un moment donné, non, en tant que femme, avec la fierté, vous allez dire non, là c'est trop. J'en ai marre. J'en ai marre et je décide de me prendre en charge. Même si vous allez commencer dans un bar en tant que serveur, ou vous commencez en tant que secrétaire, ou vous prenez un soi-disant sous-métier, etc. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Mais au moins, quand vous avez pris cette décision ferme, là, c'est ce que j'appelle le courage. Vous prenez cette initiative. Je dis non, j'en ai marre. Donc, c'est une décision. Mais là, cette décision aussi peut être engendrée par un choc psychologique, comme par exemple, votre conjoint vous insulte, il vous minimise, même en public, il dit vous n'avez rien, ou bien par exemple, vos voisins vous disent que vous ne valez absolument rien. Donc, c'est ça là qui va vous pousser à créer de sortir de ce cocon-là. Le deuxième exemple de courage, c'est ce que je disais, l'inspiration. L'inspiration, si vous avez par exemple dans la vie, quelqu'un qui vous inspire beaucoup, un rôle modèle, quelqu'un qui a un impact dans leurs actes, dans votre vie. Quelqu'un pour qui son exemplarité vous sert de leçon de vie. Quelqu'un pour qui vous regardez son parcours et vous dites, ah, si ce type a fait ça, alors moi aussi je peux le faire, parce que c'est un humain comme moi, c'est pas un extraterrestre. Donc, c'est ce genre de courage-là qui vous amène à sortir de vous. Alors pour mon cas, ça a été les deux. D'un côté, ça a été à cause des insultes, de la moquerie, ce qu'ils appellent en anglais bullying. Voyons, on se moque de moi. Et d'un autre côté, c'est que j'ai vu tellement d'exemples dans la vie, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, j'ai vu d'autres Africains comme moi, de mon âge, qui ont de l'argent. J'ai dit, mais comment est-ce que ce gars à son âge peut avoir de l'argent? Et ça, vous savez que dans la culture gabonaise, quand on est jeune, quand on n'est pas en âge de travailler, entre guillemets, en principe, l'âge de travailler, c'est 18 ans. Mais au Gabon, âge de travailler, soi-disant, c'est après le master. C'est là où vous êtes maintenant qualifié pour travailler. Au Gabon, quand vous dites les mots comme richesse, avoir de l'argent, être financièrement indépendant, en étant jeune, non, on vous prend automatiquement pour un vendeur de drogue, un braqueur. Donc, on n'a pas ce concept des richesses-là. Or, aux États-Unis, même les gens qui sont dans le cinéma, les gens qui sont dans la voix off, les gens qui sont dans l'art, les gens qui sont dans le basket, en étant jeunes, leur carrière leur permet de s'exploser et même de mettre leur famille à l'aise. Il y a des gens, regarde comment, des gens comme les Bow Wow, les Lil Wayne, des jeunes, qui ont connu la richesse. Mais en Afrique, c'est encore tabou, c'est pas normal, il faut faire des études, il faut avoir un master. Tu peux pas être riche et tu es jeune, c'est pas possible. Donc je pense que c'est un préjugé qu'il faut bannir complètement de nos sociétés africaines. La richesse arrive à tout le monde, même quand on retourne un peu dans l'histoire. L'histoire, par exemple, du fameux milliardaire malien qui traitait dans l'or. Quand on regarde bien ses débuts, il était jeune. En Égypte aussi, c'était des jeunes. Donc, et ils étaient exposés à ça, la richesse. Et puis la richesse, c'est nous. C'était pas les billets de banque, c'était l'or, c'était les diamants. Donc, il faut qu'on revienne un peu à cette époque-là, là où on valorise la richesse chez les jeunes. C'est très important. On n'est pas riche quand on est vieux. C'est pas possible. Merci pour cette réponse. Mais toutefois, on a quand même dans la tradition africaine ce frein comme tu disais c'est pour ça que dès qu'on voit un jeune qui est riche, il y a une mauvaise connotation derrière. Et je pense que c'est lié aussi aux traditions où ce sont les aînés, la sagesse vient avec l'âge. Comment on peut se défaire de ce système-là de pensée tout en respectant, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je réfléchis beaucoup. C'est comment on respecte les traditions, cette tradition-là, le respect des aînés, et en même temps, en rendant plus puissant financièrement, intellectuellement, socialement, avec un impact social plus important, la jeunesse. Comment on fait? J'ai toujours pas trouvé la réponse, donc je voudrais que tu m'aides à réfléchir sur ce sujet-là. Comment on fait à trouver l'équilibre entre le respect des aînés, mais en même temps avec une mise en responsabilité de la jeunesse africaine? Je pense que tout commence à partir des familles. Ça vient d'abord dans des familles, les foyers. Les pères, j'indexe surtout les pères, pas les mamans. Mais les pères, ce sont les premiers responsables. Les pères doivent inculquer l'éducation financière aux enfants. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque j'étais au Ghana, j'ai connu beaucoup de nationalités. Et les nationalités qui m'ont le plus frappé, ce sont les nationalités ouest-africaines. Il y avait des jeunes béninois, c'était 2 frères,
Enfin, ils étaient à 3, mais le 3e était retourné au pays. C'était 2 frères qui étaient mes collègues de classe lorsque j'étais à l'Institut ghanéen des langues. Et ces jeunes-là, bizarrement, quand je partais leur rendre visite chez eux, dans leur maison qu'ils avaient louée, c'est le papa qui avait loué, j'ai remarqué que ces jeunes n'étaient pas comme nous, les jeunes Gabonais. Parce que nous, les Gabonais, lorsque le western a traîné, et que maman ou papa n'a pas envoyé le western, c'est la dalle, hein, c'est la fin. Puis, ils se plaignent, ils vont de maison en maison, ils vont demander s'ils peuvent trouver à manger. C'était terrible, mais j'avais remarqué que les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, en tout cas tous les Ouest-Africains, n'avaient pas ce problème. Bon, quelqu'un va me dire, ouais, mais les pays sont voisins. Non, c'était pas ça le problème. Moi, j'avais remarqué qu'ils savaient planifier. Ils avaient toujours beaucoup de vivres. Ils avaient toujours assez de nourriture, même en période de crise, même 3 mois. Même si les parents n'envoient aucun western, ils avaient toujours de la nourriture. Je parle pas d'abord d'argent. Toujours la nourriture. Et c'est là où j'ai demandé à ces 2 frères-là, mais comment est-ce que vous faites? Vous avez toujours à manger. Toujours quand je viens chez vous, vous avez toujours à manger. Chez nous, au Gabon, il y a un mythe, hein. Quand c'est vers la fin du mois, là, si tu n'as pas encore reçu le salaire, les poches sont vides, le congélateur est vide, on commence à prendre le banc chez le Libanais. Mais vous faites comment? Ils disent non, chez nous, on planifie. On planifie et notre père nous a éduqués. C'est là où ça m'a attiré. J'ai dit, ah tiens, votre père vous a éduqués? Il dit oui. Notre père, en fait, a même une ferme. Donc, on plante tout à la maison, on fait tout maison, et puis chaque mois, on nous approvisionne, etc. Donc, j'ai dit, donc, l'argent, il dit non, l'argent, c'est pas vraiment ça. Déjà qu'à l'école, c'est une distance de marche. C'est pas vraiment important pour nous. Le plus important, c'est que si on est peut-être malade, c'est là où notre père va intervenir. Mais notre père nous a appris à se débrouiller. Donc, je disais, ah, donc, en fait, les pères ont une influence. Et c'est ça le grand problème en Afrique. Nous n'avons pas cette éducation-là, un peu comme le livre-là, Rich Dad, Poor Dad, que nous connaissons tous, Kiyosaki, qui montre que dans une famille, le père éduquait l'enfant dans les finances. Et dans l'autre, il disait non, cherche tes diplômes, fais ton master et tu deviendras un grand homme. Mais chez l'autre, l'éducation importait moins. Mais c'était plus comment rechercher de l'argent. Pour revenir un peu à ce que je veux dire, c'est pour sensibiliser les jeunes, je pense qu'il faut inculquer l'éducation financière à partir des ménages, les foyers. Parce que nous, on regarde ce que nos pères font, nos pères font. Nos pères ont fait des diplômes, on veut être comme eux, ils ont occupé des postes, on veut être comme eux. Mais dans l'ensemble, on n'est pas riche. C'est bizarre, hein? Parce qu'il suffit qu'il y ait un décès. Il suffit qu'il y ait un accident. Il suffit que quelqu'un tombe malade. Tu vas entendre, il allait faire un prêt, il a demandé un prêt. Mais comment tu vas prendre un prêt pour des trucs comme les maladies, les décès, les mariages? C'est des crédits. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus en 30 jours. C'est risqué. Parce que tout peut arriver, on peut avoir une occasion, tu peux vouloir acheter une maison, mais tu n'as qu'une seule source de revenus. Donc je pense qu'il faut inculquer l'éducation financière aux enfants. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Je leur apprends à manipuler le Monopoly, et puis aussi un autre jeu là de finance. Et donc ma fille, par exemple, qui a 9 ans, elle est déjà habituée à cette histoire-là de économiser, ou bien parfois elle nous dit, papa, tu veux que je te fasse un prêt? Je peux te faire un prêt, hein? Pas parce que tu as des sous, des trucs comme ça. Ou bien par exemple, ouais, papa, je suis en train d'épargner là, en ce moment-là. J'ai envie d'acheter une tablette là qui me plaît beaucoup. Tu vois un peu ça? Ou bien ils te disent carrément, ils te disent des trucs audacieux, ils te disent carrément, ouais, papa, tu sais quoi, je suis en train d'épargner un peu les jetons là pour acheter une belle maison. Je veux qu'on ait une belle maison pour nous-mêmes. Tu vois un peu ce genre de motivation-là? Voilà. Donc c'est ça des trucs qu'on a complètement raté. C'est-à-dire, nous, la société africaine aujourd'hui, on s'est penché trop sur l'autorité parentale, chicoter l'enfant, le bastonner, créer ce mythe-là, là où même il n'y a pas de dialogue entre les enfants et le père, etc. Or, quand on regarde d'autres traditions, chez les Italiens, c'est de père en fils. Chez les Libanais, c'est de père en fils. Allez dans n'importe quelle pâtisserie, restaurant, business en Europe, aux États-Unis, tant que c'est Libanais, Chinois, Marocain, c'est toujours de père en fils. Mais nous, l'Afrique subsaharienne, c'est un véritable problème. Bon, il n'y a pas que nous, il y a aussi nos frères des Caraïbes aussi. C'est le même problème. On n'aime pas l'héritage. Le papa n'aime pas dire son chiffre d'affaires à l'enfant. Le papa ne veut pas impliquer l'enfant dans le business. C'est terrible. Donc pensons à ça. Créons des empires, créons aussi notre propre empire. Il ne faut pas qu'on dise simplement Adidas et on rend la famille toujours riche. On parle de Nike, on rend la famille toujours riche. On parle des grands champagnes, on rend la famille riche. Et nous, on est là, on est mendiants. Donc, éduquons la jeunesse. Moi, c'est en tout cas le combat que je fais au Rwanda. J'éduque la jeunesse. Je parle surtout à la jeunesse de l'autonomisation, la prise en charge par soi-même. Et surtout, le mythe du capital. C'est ça qui freine l'Afrique. Ils ont toujours ce mythe-là. Il nous faut un capital. Le capital est faux. Le vrai capital, c'est d'abord le capital humain. C'est ça l'argent.
tes compétences innées, tes compétences à toi, les compétences que tu as. C'est ça qui te constituera donc un capital. Donc, je pense qu'il faut éduquer les gens sur la finance, et les universités ont fait faillite, hein, parce que les universités n'enseignent pas les gens à être autonomes. Les universités, surtout en Afrique, enseignent les Africains à avoir de bonnes notes. Comme ça, ils vont postuler quelque part et ils vont continuer à être de subordonnés. Alors que les universités doivent enseigner l'indépendance financière. C'est très important. On doit mettre ça dans toutes les matières. Même en mécanique, il faut qu'on enseigne aux gens comment être entrepreneur dans la mécanique, non pas seulement réparer. Voilà. Waouh. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aurais encore beaucoup de questions sur ce sujet-là, mais bon, je vais temporiser parce que mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Mais je vais quand même rebondir sur ça. Parce que je l'ai lu, hein, le livre que tu as cité, Rich Dad, Poor Dad, et pas qu'une fois d'ailleurs. Là, quand tu en parles, je me dis, il faut que j'y retourne de temps en temps. C'est ce que je fais, c'est que je me laisse 1 an, 2 ans, 3 ans, et je retourne à la lecture que ce soit un chapitre en particulier ou un autre, quand je sens que je commence à dévier un peu de mes objectifs et de mon comportement. Je comprends, et j'en parle parce que Robert Kiyosaki le mentionne dans ce livre, que l'école ne l'enseigne pas, ces choses. Mais est-ce que tu penses que c'est le rôle de l'école, déjà, d'enseigner ça à l'université, surtout? Ou, non, bah après, tu l'as déjà dit, c'est vrai que c'est à la famille, c'est au foyer, c'est au père de l'enseigner. Mais surtout, pourquoi on ne l'enseigne pas? Je pense que c'est surtout ça. Pourquoi aujourd'hui, avec la progression de nos sociétés, on n'a toujours pas d'école bien faite, entre guillemets, pour enseigner ce module? Bon, il faut dire que c'est un truc qui est voulu, hein. C'est un système qui est plus complexe que toi et moi. C'est, comment dire en anglais, the powers that be. C'est des gens qui veulent que le destin de l'Afrique soit ainsi. Donc, ils ont boycotté l'éducation, ils nous donnent des trucs qui ne sont plus nécessaires. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on enseigne encore aux Africains des trucs comme la poésie, la linguistique, dans un monde de plus en plus technologique ou orienté vers l'intelligence artificielle. La linguistique, ou bien par exemple l'archéologie, ces trucs ne développent pas l'Afrique. Les Chinois ont compris ça et aujourd'hui, ils se sont lancés dans une campagne de développement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à partir même de l'enseignement primaire, secondaire, même maternel, on apprend déjà aux enfants à faire la mécanique, le bricolage, manipuler des outils. Nous sommes dans un monde de production. Et c'est ça qui fait en sorte que la Chine aujourd'hui soit, selon moi, hein, le pays le plus développé, soyons sérieux. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe, malheureusement. C'est ce que je dis. Donc je pense que, comme je le disais, ce n'est pas aussi la faute des enseignants. Les enseignants sont des éternels fonctionnaires qui attendent leur salaire, qui sont venus montrer aux gens une formule mathématique, rentrer chez eux. Il n'y a pas de gens pour inspirer. C'est là où vous et moi, nous intervenons. Donc, on doit faire notre possible d'être des lanceurs d'alerte. On doit inspirer la jeunesse. On doit parler à la jeunesse de se prendre en charge. On doit sensibiliser les familles sur l'éducation financière parce que les gens pensent que les riches, c'est les autres. C'est pas moi, c'est pas nous. Il y a même des gens qui disent que je ne serai jamais riche. Les gens disent, oh non, la richesse là, c'est les autres. Moi, je peux pas atteindre ce niveau-là. C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire, on empêche même aux gens de rêver. De rêver, d'oser. La vie n'est rien. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de malheureux. 2 minutes plus tard, votre vie peut changer. Donc, c'est un appel à tout le monde, à toute l'Afrique, de se réveiller, de se mettre sur les pieds et de prendre conscience que nous aussi, nous pouvons arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que dans l'éducation, c'est toujours cette histoire de diplôme, après ce sont des éternels fonctionnaires, et puis tu vois le PIB, tu vois un peu la production est nulle, on n'a pas des hommes d'affaires, non, c'est pas possible. Mais Dieu merci, il y a des pays qui se réveillent. Quand on regarde par exemple au Nigeria, ils sont très éveillés. Les Kenyans, un Kenyan s'il veut travailler, c'est peut-être parce qu'il veut déjà assumer quelques trucs de base, mais une fois qu'il a ce qu'il veut, le Kenyan te dit plus tard, bon écoute chef, moi je quitte ton boulot, hein. C'est pas pour le salaire, hein. C'est parce qu'il veut s'élancer maintenant dans son entreprise. Or, le Gabonais, il est prêt à rester là à vie. Même quand il va à la retraite, il dit non, il n'est pas prêt, c'est pas possible. Faut que je reste, je continue à être salarié. C'est incroyable, mon frère. Waouh. Merci beaucoup pour cette réponse. Là, on arrive vers les questions de la fin.
Et la première de ces questions, c'est si tu devais me citer 2 personnes qui ont le plus inspiré ton parcours. Donc, c'est des personnes que tu as côtoyées de leur vivant ou pas, à travers des livres, des conférences. Donc, la question est très large, très générale. 2 personnes qui ont le plus inspiré ton parcours. La question est extrêmement complexe parce que quand on parle des parcours, ça dépend aussi des domaines, etc. Mais je vais généraliser. Hein. Le premier, c'est un monsieur, un Chinois qui vit maintenant au Canada. Il s'appelle Dan Lok, D-A-N-L-O-K. D-A-N-L-O-K. Si vous allez sur YouTube, vous allez chercher Dan Lok. Ce type m'a inspiré parce que il m'a fait comprendre que les valeurs intrinsèques que nous avons en tant qu'être humain peuvent constituer des pierres précieuses, des terres rares ou des ressources naturelles pour nous. Ça peut être source de richesse finie pour nous. Si on sait comment les exploiter, si on sait comment les exposer, et surtout si on connaît la valeur de ces richesses, de ces atouts, de ces compétences qu'on a en nous. C'est clair. Donc il y a Dan Lok, et le deuxième c'est bien sûr Robert Kiyosaki, de Rich Dad, Poor Dad, qui m'avait dit un truc qui m'avait complètement choqué, quand il disait, certaines personnes pensent que avoir une voiture, c'est un signe de richesse, mais en fait, avoir une voiture, c'est ce qu'ils appellent liability, c'est un poids, c'est une dépense. Avoir une voiture, c'est un peu comme avoir une femme. Hein. Parfois, même avoir une maison pour soi est une grosse dépense, parce qu'il y a l'entretien, etc. Par contre, investir dans l'immobilier, voilà des trucs qui sont éternels, qu'on peut donner de génération en génération. Voilà ces 2 personnalités qui m'ont inspiré. Okay. Merci. Et du coup, 2 personnes que tu connais, que tu côtoies, qu'il faut absolument que je rencontre, voire qu'il faudrait que j'invite sur ce podcast. Bon, je n'ai pas encore parce que j'ai les noms là. Il faudrait que je regarde ma liste. La liste est tellement longue. Je pourrais te donner les contacts de ces 2 personnes. Et puis, il y a pas de souci. Je te donnerai ça. Mais il y en a plein. Il faut que je fasse un tri. Okay, tu peux balancer et après tu pourras me donner en off et en tout cas, je saluerai que c'est toi que... Effectivement, il y a un monsieur, il est béninois, ça remonte à presque 1 an et demi, que malheureusement, on s'est même pas dit salut en WhatsApp, mais il est toujours là, il est au Rwanda. Il est responsable dans le coaching des enfants. Donc, voilà, justement ce dont on parle là. L'éducation financière, l'esprit d'entrepreneuriat, le business, tout ce qu'ils n'ont pas à l'école là. C'est ce qu'il enseigne. Donc, il a une espèce de bootcamp, il a des laboratoires, là où il appelle ça des incubateurs. Là où il forme ses enfants pour avoir ce changement de mentalité. Et bizarrement, le type d'enfant qu'il reçoit, tu seras étonné, hein. Ce sont les fils des chefs d'État, des ministres. Tu sais pourquoi? Parce que les pères sont dépassés. Les parents sont dépassés. Parce qu'en Afrique, quand on est une grande personnalité, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? N'est-ce pas, on leur donne de l'argent, on les gâte? On les fait voyager partout, ils gaspillent l'argent, ils dilapident, ils savent même pas qu'il y a la pauvreté sur Terre. Donc, ils les envoient là-bas. C'est un peu comme un milieu carcéral. Là où ils reformatent leur esprit et il leur dit la richesse que papa dépense là. Voilà comment toi, tu dois utiliser ça. Parce que si papa n'est plus là aujourd'hui, tu vivras plus bas qu'un rat. Donc, il y a ce monsieur-là. Je pense qu'il il doit s'appeler un Mouzo comme toi. Je vais te donner son contact. Le deuxième, bon, il vient de partir, il n'est plus ici. Mais je te donnerai une autre personne, ressource. C'est compliqué, la liste est longue. Ok. Oui, j'imagine que tu dois rencontrer tu as rencontré beaucoup de personnes dans ton passage et c'est fort intéressant d'ailleurs. On en a parlé, on en a discuté. Tu as fait, tu as fait le Gabon, tu as fait le Ghana, le Kenya, maintenant au Rwanda. Et je sais que par le passé, tu as été aussi en Europe. Donc oui, ok. Du coup, on a parlé de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, mais s'il y a un livre, une œuvre artistique, que ce soit un album, une poésie, tu as parlé de poésie tout à l'heure, est-ce que c'est une œuvre artistique qui a le plus, qui a marqué ton parcours, ou plusieurs même d'ailleurs? Bon, il y a une œuvre, mais il y a eu, disons, 2 auteurs, hein. Il y a eu 2 auteurs. Le premier, c'est Napoleon Hill.
Et le titre, c'est Think and Grow Rich. Donc, c'est une façon de dire, ta richesse peut se manifester dans ton esprit, si tu le veux. La richesse se manifeste dans le désir. Think and Grow Rich. Donc, littéralement, pense et deviens riche. Napoleon Hill. Ensuite, il y a eu un autre gars qui est venu après lui. Il s'appelle Kevin Trudeau. Il a le même nom que l'ancien premier ministre canadien. Il faut bien retenir ce nom, Kevin Trudeau. Voilà, il est américain et ce gars a créé un livre qui s'appelle Your Wish is Your Command. Donc, ton souhait est à tes ordres. Donc, tout ce que tu veux, tu peux les manifester. Your wish is your command. Voilà. Donc, Kevin Trudeau et Napoleon Hill. Super. OK. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y a une chose, peut-être dont je n'ai pas parlé, dont tu voudrais absolument qu'on parle avant de terminer cet épisode? Oui, bien sûr, je vais revenir un peu sur la voix. La voix. Des êtres humains ont des voix magnifiques. Et puis, au passage, il n'y a pas de mauvaise voix, il n'y a pas de bonne voix. Hein. La voix, c'est la voix. Il faut maintenant savoir la manipuler. Parce que quand on regarde, par exemple, un film ou un dessin animé, il y aura toujours la voix du méchant, la voix du gentil, la voix du peureux, la voix du paresseux, la voix du riche, la voix de la femme compliquée, la voix de celui qui critique, la voix de celui qui n'aime pas les autres. Donc, toutes les voix ont de la valeur. Et aujourd'hui, le marché de la voix a connu une explosion phénoménale, surtout en ligne. À l'époque, on vous demandait de vous déplacer pour être, par exemple, la voix d'un acteur, peut-être en France, etc. Or, aujourd'hui, avec Internet, nous avons ce qu'on appelle les studios à distance. Là, vous pouvez représenter la voix d'un documentaire, d'une annonce, d'une chaîne de télévision, etc. Donc, exploiter les voix. Et puis, les voix n'ont pas d'âge. Hein. Même la voix d'un vieillard, même de quelqu'un qui a 80 ans, ça a de la valeur parce que c'est une voix de sagesse, c'est une voix de grand-père, c'est une voix qui est convenable pour une publicité peut-être sur le Viagra, la retraite, l'immobilier. La voix d'un enfant est très importante pour, par exemple, les dessins animés, les jouets, etc. Donc, l'industrie de voix est un domaine hyper lucratif. Moi, j'encourage beaucoup, surtout les Africains, parce qu'il y a maintenant une forte demande des accents africains à se lancer dans ce business-là. Et s'ils sont très intéressés, ils peuvent me contacter. Moi, je fais du coaching de voix à distance. Comment monétiser sa voix. Même si vous ne faites pas la voix pour un client, vous pouvez faire la voix pour vous-même, votre propre voix, et la commercialiser. Parce que n'oubliez pas, la voix, c'est comme une mélodie. La voix, c'est une signature. La voix de quelqu'un peut débloquer la situation de quelqu'un d'autre. Voilà. Waouh! La voix de quelqu'un peut débloquer la situation de quelqu'un d'autre. Je pense que on peut finir sur cette belle punchline. Et donc, juste une dernière chose. Tu as dit qu'on peut prendre contact avec toi. Je te laisse déjà donner tes contacts, mais je sais et je le repartagerai également en description de cet épisode. Mais si tu veux les énoncer déjà en quelques-uns, redonner ton nom, mais je donnerai tout. Mais bon, je te laisse l'honneur et le privilège de le faire toi-même. Alors, la façon la plus facile, la plus rapide, c'est de mettre simplement sur Google, sur YouTube, partout où vous allez. Vous mettez simplement Gemini Multimedia. Gemini, c'est Gemini, multimédia. Et vous pouvez mettre mon nom, Stevie Daik Njala Totolo. Ok. Petite question. J'avais préparé cette question. Pourquoi Gemini Multimédia? Pourquoi le choix de ce nom? Juste avant de finir. Oui, Gemini, ça revient sur l'astrologie. Je suis né le 16 juin 1981. Comme Tupac, il est né le 16 juin aussi. Donc, nous sommes ce qu'on appelle les Gémeaux. En fait, les Gémeaux, c'est le symbole de la dualité. C'est le symbole de celui qui est multitâche. C'est le signe de l'air, donc la communication. Donc, on aime beaucoup communiquer, on aime beaucoup se déplacer, on se crée facilement des amis, on est très convaincant, nous sommes de très bons agents PR, donc relations publiques. Et le Gemini, c'est celui on dit qu'il fait beaucoup de choses à la fois, mais il se retrouve dans son désordre. Donc voilà pourquoi la symbolique de l'entreprise, vous allez voir 2 personnes autour d'un microphone, c'est pour dire les Gémeaux, les Gemini. Ok, top. Merci beaucoup et merci pour cet épisode. Merci d'avoir partagé ton parcours et on se dit à très vite. Bye bye, ciao ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement.
Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.